Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde où on va parler de Bitcoin. Il ne marche pas celui-là, tout ça. Bitcoin, uniformité ou diversité nécessaire. L'idée, ça va être de confronter quelques idées sur un sujet un petit peu sulfureux. D'un côté, des gens qui sont un petit peu plus conservateurs au sujet de Bitcoin, des gens qui sont un petit peu plus extérioristes, on va dire. Donc on va discuter pendant une petite heure de tout ça. Est-ce que vous pouvez, en 10 secondes, faire une petite présentation de vous ? Eh bien bonjour, je m'appelle Aurore Galvez-Orjol, j'étais cofondatrice de la société Léonode. On a développé la marque Bitcoin Lyon et on faisait de l'achat-vente de Bitcoin à Lyon contre monnaie et en cours légal, donc contre euros chez nous. La société a été vendue à la marque Bull Bitcoin, vous avez peut-être entendu parler de cet événement en septembre. Et puis par ailleurs, je me suis présentée aux élections législatives au fin juin, début juillet dernier, où j'ai porté une candidature Bitcoin justement pour amener ce sujet dans la sphère politique. Voilà pour moi. On peut applaudir parce qu'il fallait se présenter quand même. Première fois dans l'histoire en France. Bonjour à tous, c'est Florent Gabriel. Je suis mineur de Bitcoin depuis 2019, cofondateur et CEO de Blob.io, solution de mining clé en main. Rebonjour à tous pour ceux qui m'ont vu ce matin. Donc je m'appelle Florent Trépeau, Flo 2 on va dire pour aujourd'hui, pour qui on est deux et qu'on se batte pas. Donc moi je suis le cofondateur de AGF Gestion Privée, un family office spécialisé sur les placements on va dire diversifiants comme les cryptoactifs. Et plus spécifiquement, donc vis-à-vis de mes clients, je suis très prudent, approche bon père de famille et à titre personnel, je suis un dégène depuis de nombreuses années. Voilà. Et salut à tous, je m'appelle Benjamin Cohen, je fais des vidéos sur YouTube, on a des newsletters, un média, le Crypto Daily, et on essaye de raconter toutes les news chaque jour en très peu de temps. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, Iril, tu te présentes pas ? Je m'appelle Levi, ou Iril sur Internet, et je fais des vidéos sur YouTube sur les crypto-monnaies, du coup. Alors, Bitcoin a une idéologie, qui est celle de son créateur Satoshi Nakamoto. Est-ce que Bitcoin doit rester Bitcoin de 2008 ? Déjà, Bitcoin, ce n'est plus le même Bitcoin qui a été lancé. Le réseau, il a quand même bien changé. Les règles ont bien changé depuis 2009, puisque le white paper a été publié fin 2008, mais le réseau a été vraiment lancé en janvier 2009. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Et c'est fait pour. Il y a un changement démocratique. Toutes les propositions sont publiées en ligne et elles sont discutées et elles sont votées. Et enfin, après, les nœuds, ils synchronisent la version de la blockchain qu'ils souhaitent. Donc, à Léonode, j'étais associé avec Antoine Poinceau, qui est Bitcoin Core développeur, et qui disait, mais finalement, le code de Satoshi, il reste même pas à 20% du code originel. Donc, Bitcoin, il est fait pour évoluer et il évolue constamment. Je vais même être plus grave, c'est que moi je me demande si l'idéologie de Satoshi Nakamoto va être respectée avec ce qui est en train de se passer actuellement. Et en tant que mineur de Bitcoin, je vais direct dans le fond du sujet, c'est que les frais de transaction sont censés compenser les block rewards. Aujourd'hui, avec les ETF et les mouvements sur exchange, c'est des mouvements qui se font plus sur la blockchain, qui redeviennent des lignes comptables. Et donc la vraie question que nous, on se pose les mineurs, c'est est-ce que cette vision sera respectée ? Est-ce qu'un jour, les frais de transaction vont compenser vraiment le block reward ? Et ma pensée, et j'espère me tromper, encore une fois, j'espère qu'on me sort cette vidéo dans 10 ans en me disant « t'as été vraiment très con ». J'ai l'impression que ça ne va pas être le cas. Et du coup, je vois que deux solutions possibles de mon point de vue. C'est soit que le Bitcoin va valoir extrêmement cher, ça veut dire que ça va extrêmement monter, ou alors il va tomber à zéro. Moi, je te rejoins sur le fait que ça va monter très 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 haut. Après, je suis pas parfaitement objectif là-dessus, mais tu vois, typiquement, j'aime à dire que moi, chaque SAT que je peux capter, c'est pas pour le vendre moi, c'est pour le transmettre à mes enfants, voire même à mes petits-enfants. Parce que justement, sur ce que tu soulignes, c'est ce changement de paradigme, et je te rejoins. S'il y en a encore dans la salle qui pensaient pouvoir créer un système alternatif à la finance qui existe et parallèle, et qui puisse de manière indépendante exister,
je vous dis, c'est pas un scoop, mais c'est impossible, tout simplement parce qu'il y a une interconnexion qui est indispensable avec le système traditionnel. Pour moi, on est une surcouche qui vient compléter, apporter des solutions complémentaires et non pas une solution concurrente. Et c'est dans ce sens-là que pour moi les choses et que l'histoire doit évoluer. Mais peut-être que tu vas me contredire, Ben ? Non, je vais plus aller sur le point de Florent. Tu disais, je ne sais pas si on est encore dans la vision de Satoshi. Et ben moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on soit plus dans la vision de Satoshi. Aujourd'hui, si on devait juste se limiter à ce qu'on avait de Satoshi, est-ce que Bitcoin serait réellement Bitcoin ? Est-ce que le fait qu'on doit suivre les envies et les écrits de quelqu'un qui a disparu, c'est réellement Bitcoin ? Est-ce que les cyphers aimeraient faire ça ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je me dis qu'un Bitcoin qui n'écoute personne et qui n'écoute que la communauté, donc par le peuple, pour le peuple, c'est ça qu'on veut, ou du moins, c'est là où devrait tendre Bitcoin. Après, il y a bien entendu les ETF. On parle des gouvernements américains qui commencent à talonner le wallet de Satoshi. Mais dans tous les cas, Bitcoin ne devrait pas suivre l'idéologie d'une personne, que ce soit son créateur, que ce soit un core dev. Ça doit suivre l'idéologie de toute la communauté. Parce qu'à la base, Bitcoin, c'est un peer-to-peer cash system. Est-ce que ça va vraiment remplir ce rôle-là, ou est-ce que ça va juste devenir, c'est déjà énorme, hein, une réserve de valeur, et qu'une autre blockchain ou un autre système permettra d'être ce peer-to-peer cash system? Parce qu'au final, je vois mal. Est-ce que tu te vois payer la baguette de pain demain en Bitcoin? Mais pour nous, en France, on s'en fout de payer la baguette de pain en Bitcoin. On est d'accord. Tu savais que j'allais te ramener là-dessus, on s'en fout de payer. Mais aujourd'hui, pour nous en France, Bitcoin, pour une grande partie d'entre nous, on a tous des comptes bancaires, on a tous accès à Internet, on a tous des agences, 17 agences, Revolut, Bourseau, etc. dans la poche, il n'y a pas de souci. Mais si je dis pas de conneries, c'est des milliards de personnes sur Terre qui ne sont pas bancarisées. Mais bien sûr que c'est un peer-to-peer système aujourd'hui. Et pour ces personnes-là, notamment dans des pays, au Salvador, on le voit en Afrique, on le voit partout en Asie maintenant, ça se développe. Pour ces gens-là qui ne sont pas bancarisés, qui n'ont pas accès à de l'épargne, qui galèrent pour envoyer des fonds à la famille en diaspora, etc. Là, on est en plein dedans. Je vais raconter une anecdote. C'est la seule fois où j'ai voulu montrer le Bitcoin comment ça marchait à mon beau-père. Ce fut un échec terrible. Ma carte bancaire s'est fait bloquer à Majorque quand j'étais en vacances, parce que Boursorama jugeait bon que je ne devais pas aller en vacances à Majorque, ou que quelqu'un m'avait volé ma carte. Je vois sur CoinRadar ATM qu'il y a un ATM dans un supermarché qui est fermé à 21h pour la suite de l'histoire. J'y arrive à 19h. Je fais ma TX, donc je fais ma transaction. Et bon, ceux qui ne me connaissent pas, vous ne savez pas, mais moi je suis un chat noir incroyable. Il n'y a pas eu de bloc pendant 4 heures, ce jour-là. Pendant 4 heures, il n'y a pas eu de bloc. J'ai dû sortir de la galerie commerciale et revenir le lendemain matin. Heureusement, c'est fait avec un système de QR code, j'ai pu retirer. Bon, ok, on va dire qu'il y a le Lightning et tout, mais il y a quand même beaucoup d'autres solutions aujourd'hui qui sont encore plus rapides, qui deviennent plus sécurisées, plus scalables. Donc la vraie question, c'est est-ce que Bitcoin va rester ce peer-to-peer cash system sur la planète ou pas? C'est un grand débat, même si je suis profondément pour Bitcoin. Mais on voit qu'aujourd'hui, ça a quand même énormément de limites, et que je me suis retrouvé 2 heures à cet ATM avec mon beau-père qui me disait « Ah ouais, c'est incroyable ton truc, c'est incroyable ». Je me suis jamais tapé la honte comme ça, j'étais tout fier de rentrer. Et t'as vu, regarde, tu vas voir, ça va sortir. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et j'ai attendu longtemps. Et donc Bitcoin a cette tête de système de paiement électronique pour les gens qui n'ont pas accès aux banques. En France, on en a moins besoin pour acheter sa baguette de pain. Il y a quelque temps, il y a eu les différents protocoles qui ont été développés, les NFT, Rune, Ordinals. Est-ce que toutes ces nouvelles initiatives sont bonnes pour Bitcoin? Alors là, je tiens juste à prévenir que quoi qu'on réponde, il y a une partie des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Bon courage. Donc, je vous laisse la prime. Toi, t'aimes bien les runes. Moi, en tant que mineur, je trouve ça incroyable. Mais vraiment. Tu m'étonnes. Parce que franchement, autant j'aime pas toutes ces conneries de singes, de chiens, de meme coin. Je trouve vraiment que c'est de la merde, personnellement. Mais franchement, cette merde, elle nous gave. C'est-à-dire que quand il y a toutes ces transactions-là sur le réseau Bitcoin, ça nous fait des frais de transaction. Et vraiment, là, on ramasse. Donc franchement, continuer à faire des ordinals, des trucs, des ruses dans tous les sens, c'est hyper profitable pour les mineurs. Non, en vrai, je troll qu'à moitié. Il y a quand même un truc qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de maximalistes Bitcoin qui ont été contre.
parce que ça a engorgé la blockchain, ça l'a ralenti, que c'est pas la vision de base de Satoshi, c'est pas fait pour faire ça. Ils ont même fait une pool de mining décentralisée, ultra-libérale, qui a censuré les ordinals. Comme quoi, le libéralisme, ça va que dans un sens quand on est maxi, quoi. C'est libéral, mais dans leur sens. Donc c'est assez paradoxal. Ce qui est intéressant justement avec les ordinals ou même toutes ces propositions, c'est que ça teste vraiment la résilience de Bitcoin et on voit, on peut le constater que Bitcoin c'est vraiment résistant à la censure. Ce qui est d'autant plus intéressant dans un second temps, c'est que si ça vient congestionner le réseau, finalement ça pousse aussi à développer des nouvelles solutions, les fameuses Layer 2 comme Lightning ou Liquid ou d'autres, qui permettent de régler ce fameux problème que tu évoquais tout à l'heure et qui permettent de faire de Bitcoin le vrai peer-to-peer electronic cash system. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'avec un vrai Bitcoin qui n'est pas censurable, même où il y a un temps de bloc justement pour permettre à tous les gens du monde entier, peu importe la puissance d'Internet et le débit qu'ils ont, ils vont pouvoir synchroniser la blockchain. On a ce temps universel qui permet de rendre ce réseau décentralisé et qui permet de faire de Bitcoin à la fois une monnaie, une réserve de valeur et un cash électronique grâce aussi aux solutions qui sont proposées en Layer 2. Et alors, excuse-moi Flo, parce qu'on a souvent ce sujet qu'on a inauguré il y a déjà quelques années à Biarritz. Même si tu n'aimes pas les singes t'aiment. Et je pense qu'il faut pas faire l'amalgame entre ce qui peut rentrer dans la catégorie de l'art digital, de ce qui est forcément des scams ou des exit liquidity ou même seulement des effets de mode. Moi, quand on parle du protocole Rune, pour moi, c'est avant Rune. Moi, j'ai eu un avant et un après Rune. Avant Rune, j'étais plutôt Ethereum Maxi, parce que la blockchain programmable, pour moi, c'était l'avenir, et que Bitcoin, à ce moment-là, était très pertinent, mais restait un petit peu limité sur ces questions-là. Et en fait, dès l'instant où il y a eu Rune, en bon dégène que je suis, je m'y suis intéressé, puisque c'est quand on achète la rumeur et qu'on vend la nouvelle, c'est comme ça qu'on fait de l'argent, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. C'est pas un conseil financier, c'est juste une règle de base. Là, j'ai réalisé en fait que Rune rendait Bitcoin programmable. Et en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte, et on ne fera pas un focus dev, mais que finalement, dans le code même à l'origine, fait par Satoshi, il y avait des fonctionnalités qui permettaient en fait de scaler le réseau, de faire énormément de transactions qui se rapprochent de la DeFi, et que ça avait été verrouillé par Satoshi lui-même par peur que le réseau soit engorgé. Finalement, c'était comme un papa qui voulait éviter que ses enfants aillent trop vite avec la voiture et voulait commencer avec un kart. Et là, on avait une voiture de F1 qui était prête à ronronner. Maintenant, c'est une vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt maintenant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu du casino, du cash game, beaucoup de spéculation et qui finalement est à la fois une bénédiction et un malheur pour notre écosystème? C'est que beaucoup sont venus par appât du gain, beaucoup repartent parce qu'ils sont déçus par appât du gain. Et finalement, les vrais builders, ceux qui sont vraiment là pour la tech, dans cette salle, je ne sais pas combien parmi vous êtes là purement pour la tech, levez la main en petite curiosité. Voilà, il y a même pas... Voilà, il y a... Qui n'était pas là pour la tech? Moi, j'étais pas là pour la tech à la base. Moi non plus. Voilà, on va pas se mentir. Il y a pas assez de monde qui lève les mains là. Ouais, ils ont peur. Pas osé... commencé la crypto parce qu'ils voulaient faire de l'argent, lever la main. Voilà, les futurs crypto-millionnaires. Et qui en a fait? Pardon, il y en a quelques-uns. Ouais, c'est la confidentialité. Non, mais on a eu, alors tu vois, en revenant sur la question de Rune, ça a créé pour moi le plus grand casino sur Terre. Ça a duré, on a eu des transactions incroyables. Les mineurs d'ailleurs, moi j'étais de l'autre côté, j'étais ceux qui payaient des frais incroyables pour arriver à inscrire ma Rune. Donc je t'ai fait gagner de l'argent. Merci. Et à tes clients, et j'en suis ravi. Mais en même temps, ce qui est dangereux, c'est qu'il y en a beaucoup qui en ont perdu. Ce qui reste en fait finalement après cette vague de hype, c'est qu'on a des institutions financières qui s'y sont intéressées, on a des acteurs comme Yatsu de Animoca Brand qui lui-même l'a dit, il s'est rentré dans une nouvelle dimension et tu le disais Aurore, les L2 qui sont en train de se lancer, notamment, je ne vais pas faire de pub, mais le protocole Opal, moi je trouve qu'il y a un avenir incroyable derrière. Je pense que ça va dans le sens de l'histoire, mais peut-être que tu me diras que j'ai tort. Non, parce que qui suis-je pour dire que ça n'a pas sa place sur Bitcoin? Tu vois, au final, ça revient avec ce que je disais tout à l'heure. Tant que ça passe, tant que ça respecte la chain, et là c'est un autre problème que j'avais avec les ordinals un peu plus tôt, mais au final, maintenant je me suis un peu... j'ai retourné ma veste. Mais dès lors que ça respecte la chain, que c'est pas un exploit qui fait avancer le truc, oui, bien sûr. Là, qui suis-je pour dire non? Et même pour parler de tous ces systèmes-là, on peut dire oui, c'est des gènes et tout. Les NFT, avant tout, c'est une technologie, avant d'être des conneries, des chiens et des trucs. C'est une vraie technologie.
Et en fin de compte, il ne faut pas se mettre des œillères. En fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je trouve, Bitcoin est devenu une religion et plus une technologie. C'est-à-dire que c'est Bitcoin, et c'est devenu une religion. Et tout le reste, c'est des shitcoins. On ne regarde surtout pas ce qui se fait ailleurs. Alors qu'en fin de compte, peut-être, et c'est même pas peut-être, j'en suis intimement persuadé, que tout le reste est un immense laboratoire. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de scams. Le synonyme de scam, c'est narrative. Hein. C'est qu'est-ce que le truc qui te ramène du fric à ce moment-là. Donc, il y a eu la narrative NFT. Genre IA. Ah oui. On va lever des fonds, on va tout tokeniser, on va tokeniser des machines à pain, on va tokeniser, alors qu'au final c'est juste un registre distribué différent avec une entreprise qui est juste pas en action mais en token, et on tokenise pas vraiment le truc. Je m'écarte du sujet, mais c'est important de se dire que toutes ces améliorations technologiques, tout ce grand bac à sable permet de créer un truc plus gros et qui tient. Pour moi, c'est ça qui... Moi, je rêverais demain de pouvoir faire du AAV sur Bitcoin. Par exemple, du crédit lombard sur Bitcoin, de la DeFi sur Bitcoin, comme je peux la faire avec Ethereum ou avec n'importe quel autre blockchain, en fait. Ou même pas forcément une blockchain, du Ghost DAG, changer de protocole, il peut y avoir plein de choses. Le Proof of Useful Work qui est aussi très intéressant. Je veux dire, il y a vraiment... Ouais, il faut pas le dire. Hein, ça. Attention. Ouais, mais pourtant, c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant et c'est important de développer les usages financiers autour de Bitcoin. Mais pour moi, ça compte vraiment de dire Bitcoin, c'est pas les crypto-monnaies, les altcoins, c'est différent. Que moi, je suis ni là pour la tech, ni là pour l'argent. Moi, je suis là pour la liberté. Je suis là parce que Bitcoin, c'est un réseau décentralisé qui est non censurable et qui me permet d'échanger sans permission. Donc en réalité, je suis vraiment là pour la liberté. Et Bitcoin, c'est le seul réseau vraiment décentralisé. Toutes les autres crypto-monnaies sont des projets d'entreprise. Donc c'est comme si on va acheter des actions d'une entreprise où on espère gagner avec. Et c'est très bien, c'est de la finance. Mais c'est vraiment deux choses différentes pour moi. Et il ne faut clairement pas les mélanger. Et justement, pour compléter là-dessus, Bitcoin a sa proposition de valeur initiale, système de paiement, c'est sur le white paper, ok. Les altcoins ont leur proposition en fonction de la crypto-monnaie, ce sont des entreprises, ok. Est-ce que Bitcoin a un intérêt à être multivisage, à proposer plusieurs solutions différentes, ou est-ce qu'on ne pourrait pas se cantonner, et ça serait très bien, à uniquement la proposition de valeur initiale et très bien la faire, très bien la mettre en place? Alors c'est une pensée un peu... Je vais peut-être me mettre dans la merde en disant ça, mais je pense que depuis quelques années, on se retrouve avec le développement de ce qu'on a pu voir sur d'autres layers, sur d'autres chaînes, typiquement Ethereum, même Solana. On se retrouve à avoir un Bitcoin qui veut développer des outils que de base, il n'avait peut-être pas prévu d'être développé dessus. Typiquement, je pense au Layer 2, je pense aux runes, je pense aux ordinals. Alors, on pouvait le faire, mais on ne le faisait pas. Il y a eu les NFT, hop, on l'a fait. Il y a eu les Layer 2 d'Ethereum, alors Lightning c'est autre chose, mais hop, on a remis dedans. Lightning pendant un bon moment, je vois que tu tournes un peu la tête, Aurore, pendant un bon moment Lightning, c'était un peu compliqué. Encore aujourd'hui d'ailleurs, on essaie d'éviter d'envoyer des gros transferts sur Lightning parce qu'il y a un risque. Pas fait pour. Voilà, c'est ça, c'est pas fait pour. Je me dis, est-ce que Bitcoin n'a pas décidé aussi d'avancer en regardant ce que faisaient aussi les autres chains? Exactement. Je ne suis pas totalement convaincu parce que par exemple des NFT sur Bitcoin, on peut en faire depuis 2014. Oui, mais en 2014, ils ont marché pendant combien de temps? Il y avait quel a été l'attrait derrière? Est-ce que c'est comparable avec ce qu'on a vécu ces dernières années sur les NFT par exemple? Ouais, mais du coup, la vague des NFT, elle est quand même un peu passée, même sur les autres. Aujourd'hui, blockchains, elle n'est pas passée, elle est terminée. Hein. OpenSea, là, c'est 90%, c'est merci, au revoir. Mais... Ce qui est intéressant dans cette réflexion, et ça revient au point que j'évoquais précédemment, c'est que Bitcoin, c'est pas une entreprise. Donc, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de budget de marketing, il n'y a pas une volonté de certaines personnes de faire évoluer Bitcoin. C'est une technologie open source. Il y a Adam Back et Samson Mow, quand même. Bah, oui, mais il doit être suivi par d'autres personnes. C'est une proposition collective. Il n'y a pas une proposition de valeur qu'on va faire pivoter pour aller trouver un marché. C'est pas comme les autres crypto-monnaies. Et c'est en ça qu'il y a une vraie différence. Du coup, pour excuse-moi Flo, du coup pour tourner un peu la question, pourquoi ces protocoles sur Bitcoin, Rune, Ordinals, etc. sont arrivés maintenant et pas il y a 10 ans, par exemple? Honnêtement, parce qu'il y avait de la place et il y avait un marché, il y avait de l'argent à se faire, à mon avis. Je rebondis sur ce que tu disais, c'est très vrai. C'est-à-dire que Ethereum est fait pour un autre usage, par exemple, que Bitcoin. Par contre, aujourd'hui, il y a d'autres blockchains qui sont en train d'émerger, vraiment de monter. Je pense à Kaspa, par exemple, qui, oui, a une entreprise derrière,
Toutefois, ça peut faire sourire. En attendant, pour le moment, c'est hyper scalable, c'est bien décentralisé et c'est très sécurisé. On ne sait pas ce qui va se passer je finis juste sur Caspa. Effectivement, ouais, je prends des risques de fou, mais c'est pas grave. Ils ont amélioré pas mal de choses. Le Ghostdag, c'est ultra rapide. Ils vont passer à 10 blocs par seconde, là où Bitcoin, on est à 1 toutes les 10 minutes. C'est bien décentralisé. Il y a une puissance qui est en train de monter énorme sur ce coin. Et de l'autre côté, effectivement, il y a une team, mais il n'est pas préminé. C'est-à-dire que directement, ça a été un fair launch. Ça a été sur Bitcoin Talk. Tout le monde est allé dessus. Le halving, il n'est pas tous les 4 ans où il sèche un marché complet. Il est tous les mois de 4,16%. Et ça va être très intéressant parce que du coup, il va 4 fois plus vite que Bitcoin. C'est comme s'il y avait un halving à l'année qui est lissé. Donc, on va vite voir ce qui va se passer sur Caspa. Et là où tu as raison, c'est que vu qu'il y a une équipe derrière, possiblement, donc une entreprise, ils peuvent pivoter. Là où Bitcoin, si ça va dans le mur dans 10 ans, 20 ans, 30 ans à cause des frais de transaction, eh ben, s'il n'y a pas d'entreprise derrière, est-ce que Bitcoin pourra pivoter ? Bitcoin, il évolue Bitcoin, il évolue grâce à des équipes, grâce à une logique, grâce à des propositions qui sont discutées. Il y a d'ailleurs une dizaine de propositions actuellement, mais c'est sûr que ça va beaucoup moins vite qu'Ethereum. C'est pas Vitalik qui décide finalement si on fait un changement ou pas. Là, tu me parles de blockchain, je ne les maîtrise pas toutes. Tu vois, Caspa, par exemple, c'est assez nouveau. Mais moi, d'un regard purement utilisateur, finalement, plutôt que Caspa, je préfère ma banque, je préfère les institutions financières classiques qui sont justement adoubées par le gouvernement, qui sont derrière renflouées si jamais il y a un problème, où la prise de risque, elle est beaucoup moindre. Et ensuite, j'utilise Bitcoin pour la liberté, pour l'aspect non censurable, pour l'aspect universel, international, etc. Après, je pense que chaque utilisateur s'y retrouve et va chercher aussi en fonction de ses projets, de ses envies. C'est marrant parce que le début de ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que mon père il m'avait dit quand je lui ai parlé de Bitcoin au début. C'est je préfère ma banque, je préfère le truc et tout. Effectivement, les nouveautés, ça peut faire peur. Et là où je veux peut-être que c'est Bitcoin la vraie solution et j'adore Bitcoin, mais il faut juste pas avoir des œillères et se fermer à d'autres projets. Google n'a pas été le premier moteur de recherche. Même si je pense que Bitcoin ne mourra pas, il faut pas Google qu'une s'est construit idéologie... sur Internet et on avait essayé de refaire des Internets et finalement c'est le Internet qu'on connaît, qu'on utilise tous et après on construit sur Internet en layer 2. Google, Facebook, Twitter, ils sont disponibles sur Internet. Donc en gros, Bitcoin, ce serait l'infra du truc. Okay. Moi, c'est ma vision. Moi, pour revenir sur un point sur Caspa, et je sais que c'était pas prévu, Iril, donc tu me dis si on est serré, mais moi j'ai un souci avec toutes ces boîtes-là qui programment des mécaniques pour essayer de driver le price. Quand tu essaies de faire des choses en disant voilà, on va essayer de le faire comme ça, parce que comme ça va faire monter le prix, là tout de suite, pour moi, c'est un énorme red flag. C'est instantané, c'est... Le prix, t'y penses, malheureusement, tu es obligé d'y penser hein, dans le momentum où on est, mais être comme ça en train d'essayer vraiment de pusher le prix de ton token pour essayer d'avoir des gens qui vont acheter, etc., c'est compliqué. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont poussé le prix ? Parce qu'au final, ça a été un fair launch. Ah, le halving plus rapide. Potentiellement, tu as raison. C'est-à-dire que le halving plus rapidement... Qu'est-ce qu'on s'en fout que le halving il soit plus rapide que Bitcoin ? Qu'est-ce que ça change en fait à Caspa ? On est là pour parler de Bitcoin. Hein. Ah, pardon. Et je me permets aussi, petite réaction. Non, les NFT ne sont pas morts. Non, Ben. Non, on a déjà eu ce sujet-là. Non. C'est pas une question de volume, c'est une question, si tu prends le plus haut et que tu regardes maintenant, oui, t'es au plus bas. Moi, je suis encore en plus-value sur mes NFT. C'est juste que je les ai mintés gratuitement. Donc après, que ça fasse x 10 000 ou... Enfin, tu vois, après, c'est les spéculateurs qui, eux, prennent leurs pertes. Et justement, donc, en revenant quand même sur notre sujet du Bitcoin, là où je te rejoins complètement, Aurore, sur cette notion de décentralisation et de chaîne mère, moi, je pense que, ayant pour autant été à la base un Ethereum Maxi, avec justement le côté programmable, je suis retourné un peu, justement, j'ai redécouvert Bitcoin avec cette évolutivité, et je pense que toutes les autres blockchains, pour moi, tu vois, c'est des itérations, c'est des laboratoires, comme tu disais, pour tester, et au final, rien ne bat aujourd'hui une blockchain qui, depuis plus de 10 ans, fonctionne de manière autonome, sans entité centrale, sans arrêt, rien. Il n'y a pas une boîte qui a été capable de le faire, centralisée ou pseudo-décentralisée. Et donc, pardon, je te laisse pas Ben répondre, c'est que pour moi, en fait, on itère, on teste, et finalement, demain, pouvoir s'appuyer sur cette décentralisation
qui permet de lutter contre la censure. Et à l'aune des réseaux sociaux et de la désinformation, je pense que c'est encore plus important. Le fait de pouvoir inscrire de la data de manière immuable, c'est incroyable, que ce soit pour l'art, que ce soit pour des solutions de stockage. Je sais que ça peut hérisser un peu, ça hérisse le poil de certains de vouloir stocker sur Bitcoin on-chain. Moi, je pense que c'est fantastique. Alors voilà, le chemin va être long pour pouvoir après arriver à mettre en place des assurances, de connecter tous les ponts avec la finance tradie. Et moi, tu vois, j'y crois. Et moi, Bitcoin, vraiment, même si demain, ça ne devait plus avoir aucune utilité parce qu'on aura des CNBCs qui vont sortir et qui vont vous imposer toute conversion de crypto avant de passer en fiat par votre crypto-monnaie européenne ou étatique, eh bien, il y aura toujours une valeur d'œuvre d'art. Parce que Bitcoin, ça reste la première blockchain qui est autant marché, pas la première historiquement, mais la première qui est autant marché aussi longtemps, et elle incarne un mouvement. Il y a une idéologie derrière. Et là, on touche presque au monde politique. Enfin, presque, non, on y touche, la preuve. C'est la time chain Bitcoin, c'est la chaîne temporelle immuable dans laquelle on peut enregistrer et graver dans le marbre numérique des choses pour la vie. Mais je dirais aussi que Bitcoin est pas parfait. Bitcoin a, pour moi, toutes ses places. Toutes ces raisons d'être à la place qu'il a aujourd'hui, de rester numéro 1 de très loin, il n'y a pas de souci. Mais Bitcoin, il y a des lacunes aujourd'hui dans Bitcoin que justement, et c'est là c'est comme ça qu'on peut débattre des altcoins, on a des altcoins qui vont essayer justement de combler ces trous-là, qui vont essayer de proposer quelque chose de nouveau que sur Bitcoin, par exemple, ce serait très long, très difficile à mettre en place. Et c'est pour ça que les discours, qui n'est pas le tien d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, mais les discours il n'y a que Bitcoin, il n'y a pas le reste, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment se fermer en fait à tout un pan technologique. Alors oui, aujourd'hui on est dans de la VC chain, on est dans des entreprises, des fondations, tout ce que vous voulez, mais dans tous les cas on teste, on itère. C'est comme on en parlait Internet un peu plus tôt. Internet, les années 2000, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, mais c'est scam sur scam, tout le monde s'est fait avoir, c'est pareil, mais à la fin, on en garde un truc et qui est banger. Est-ce que les altcoins doivent ressembler à Bitcoin ? Ou est-ce que les altcoins doivent ressembler à Bitcoin dans les valeurs de décentralisation, de Satoshi, ou est-ce que simplement on peut créer des protocoles complètement différents dans l'idéologie et toujours appeler ça une crypto-monnaie ? Non, je ne pense pas que les altcoins doivent être comme Bitcoin. Bitcoin, c'est vraiment l'usage monétaire et c'est pour cela qu'il est décentralisé. En tout cas, c'est parce qu'il est décentralisé qui permet de créer une véritable monnaie. Ça ne marcherait pas autrement. Et après, les altcoins, ils répondent à plein d'autres usages. Enfin, je veux dire, moi, j'ai une formation plutôt marketing. Quand je vois les tokens, comment ils peuvent de nouveau adresser l'engagement utilisateur, le BNB ou d'autres, plein d'entreprises qui ont une proposition de valeur hyper marketing, de fidélisation utilisateur, je trouve ça super intéressant. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et je suis pas du tout anti-Bitcoin. C'était juste pour apporter, non, parce qu'en fait, sinon on va me jeter des tomates après. Flo, t'as retourné ta veste. Non, c'est pour apporter un autre angle de vision en fait. C'est-à-dire que juste dire Bitcoin, 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 faites attention à ça, c'est tout. Je pense que Bitcoin doit s'inspirer de ce qui se fait de mieux et piocher dans chaque chose. Et j'espère, et j'ai l'impression que c'est le cas, même si c'est très lent, que c'est en bonne voie. Moi, j'ai une autre peur pour Bitcoin, c'est que aujourd'hui, vous avez la possession de vos Bitcoins. On est en train d'arriver sur un système où vous allez avoir la propriété de vos Bitcoins. Et j'ai peur qu'on perde cette possession-là. Alors attention, je m'explique. Qu'est-ce que c'est la différence entre propriété et possession ? C'est typiquement la possession, vous avez votre clé privée de votre ledger, vos 24 mots, vous possédez vos crypto-monnaies. Si quelqu'un vous vole ces 24 mots, vous ne possédez plus vos crypto-monnaies et vous pouvez aller pleurer chez n'importe qui, vous ne pourrez rien faire. Si vous avez la propriété, c'est que quelqu'un vous vole votre crypto-monnaie et on peut la ressaisir et vous la donner. Ce qui veut dire laisser les pouvoirs dans les mains d'une entité centralisée. Je pense que pour l'adoption de Bitcoin, c'est nécessaire, même s'il y en a pareil qui ont jeté des tomates, d'avoir les deux systèmes qui cohabitent. Mes parents, par exemple, seraient rassurés d'avoir la propriété de leur crypto-monnaie et moi, je serais ultra rassuré de ne surtout pas l'avoir, mais de la posséder. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se battre contre un système, mais il faut surtout se battre pour garder et avoir les deux. Et qu'un jour, on ne nous dise pas « Non, tu n'as pas le droit de sortir de Binance pour aller ailleurs que dans Amsan, ou dans quelque chose de régulé, ou dans ta ledger. » Ah mais on y arrive là. On y arrive. Aujourd'hui, tu sors de Binance ou d'un exchange, tu dois dire où tu vas et si c'est pas toi, le cas échéant, tu dois dire qui est la personne à qui t'envoie. Et ça, quand j'en parlais il y a quelques années, que je disais qu'un jour, il y aurait peut-être 2 cours du Bitcoin ou des autres crypto-monnaies, on me disait t'es un complotiste. C'est vraiment quelque chose qu'on me disait c'est pas possible. Et là, ça commence. Ça veut dire
que si vous voulez sortir, ou même moi en tant qu'entreprise, recevoir un paiement d'une ledger, je dois KYC la ledger, je dois savoir d'où vient l'argent, absolument. Et on n'aura plus le droit de sortir tôt ou tard, ça rentre dans la loi. Donc si un jour ces bitcoins-là se font prisonniers de ce système centralisé, c'est dramatique. Et encore une fois, c'est pour ça que la différence entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies, elle est vraiment... elle est flagrante et elle est nécessaire aussi, parce que toutes les autres qui sont détenues par des entreprises, les entreprises doivent se conformer. Alors que sur Bitcoin, il y a quand même ce pseudonymat qui donne un degré et qui permet de, justement, en fonction du besoin de l'utilisateur et de sa formation aussi, il ne faut pas se mentir. C'est vrai que les utilisateurs lambda, ils vont aller sur des services KYC où ils vont donner leur identité pour être plus protégés, assurés de la possession de leur Bitcoin. Mais finalement, grâce à Bitcoin, je peux aussi faire des échanges no KYC, je peux aussi être en self-custody moi-même, donc avoir la gestion et la responsabilité de mes propres Bitcoins. Ça reste encore possible malgré tout, même si c'est de plus en plus dur, c'est vrai, par rapport au cadre et à la régulation, et aussi de plus en plus dur par rapport à la formation. C'est vrai que ceux qui vont pouvoir échanger en KYC, en non KYC, justement, sans identification, c'est quand même ceux qui auront appris à le faire. Je me sauf erreur de ma part, ça a déjà été proposé au niveau européen d'interdire le self-custody. Et donc de dire que tous ceux qui n'ont pas déjà une ledger, qui n'ont pas déjà envoyé leur bitcoin sur leur coffre-fort physique, eh bien demain on va vous dire vous n'avez plus le droit. Vous devez passer par un compte bitcoin dans une banque retail. Bah oui, mais qu'est-ce que tu as à cacher? Ah ben moi rien. Et par exemple, pour citer des crises géopolitiques, non, moi j'ai des singes. Pour citer des crises géopolitiques qu'on a pu voir, le fait de pouvoir transporter des capitaux, ou tout simplement, l'histoire l'a prouvé, quand on a une certaine couleur politique au pouvoir qui peut vouloir verrouiller les fuites de capitaux à l'étranger, et on n'est pas à l'abri de ça. C'est là où en fait, il ne faut pas croire que c'est immuable, et je pense qu'il faut s'engager, il faut que vous ayez conscience qu'en fait, demain, c'est vous qui allez, par votre prise de conscience et par vos actions, définir si oui ou non nos gouvernants vont pouvoir vous limiter par rapport à ça. Si vous en moquez, si ça ne vous concerne pas, écoutez, ça tombera. Et moi, aujourd'hui, pour illustrer ça, quand on parlait de la détention, c'était très intéressant ce que tu disais sur ça, moi j'ai des clients aujourd'hui qui ne voudraient pas avoir leurs propres clés, qui me demandent de les avoir, ce que je refuse parce que je ne suis pas custodian. Et donc la solution qu'on a trouvée, c'est une solution finalement hybride, et c'est là où tu as raison, il faut que les deux modèles puissent cohabiter. C'est de passer typiquement par des comptes de banque suisses qui vous permettent de détenir du bitcoin en pur sur vos comptes titres. Là vous avez des actifs qui sont ségrégés en dehors des comptes de la banque, donc même si la banque devait mettre la clé sous la porte, il y aurait impossibilité pour les créanciers de mettre la main dessus. Et j'ai envie de dire, bon, sans vouloir faire la pub pour les banques suisses, c'est pas dans le système français, ils sont PAPSAN, mais il y a quand même une certaine stabilité. Donc moi, j'aurais pas de problème à avoir cohabité ce genre de système tant qu'on peut justement choisir l'un ou l'autre. C'est vrai qu'au niveau européen, avec le projet MiCA 2, il y a des projets d'interdire les portefeuilles numériques non hébergés et de les identifier, ce qui est quand même hyper dangereux pour les utilisateurs. Donc oui, effectivement, je te rejoins sur cette chose où il faut s'engager, il faut porter ces convictions autour de la possession des crypto-monnaies, parce que sinon la loi elle se fait par des personnes qui ne comprennent pas les technologies. C'est vrai que si on doit identifier des wallets, c'est comme si publiquement on avait les montants de nos comptes en banque qui étaient diffusés à tout le monde. C'est hyper dangereux quand même pour l'utilisateur. Et donc et aujourd'hui en France on est quand même 6 millions à posséder, on est 12% de Français, 6 millions de Français à posséder des cryptoactifs, donc on est concerné par ces lois qui peuvent nous mettre en danger. Une fois qu'on a dit ça, malgré tout, si demain ils interdisent les portefeuilles numériques non hébergés, donc on doit les identifier, on aura toujours la possibilité d'avoir nos clés. Personne ne peut nous empêcher d'avoir 12 mots, 24 mots. Et il y a toujours des mixeurs, même sur Bitcoin. Et voilà, donc il y aura toujours des solutions qui demanderont de plus en plus de maîtrise et de formation, c'est vrai. Et donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, c'est mieux quand même d'intégrer Bitcoin dans notre politique, même... je veux dire, en tant que citoyen, on peut quand même espérer que Bitcoin soit intégré dans notre politique nationale, parce que ça nous apporterait beaucoup de choses. On a des problèmes, on est endetté, il y a beaucoup de problématiques où Bitcoin pourrait être une solution. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on en parle aussi au niveau politique, pour pouvoir l'intégrer comme une solution et se saisir de cette innovation qui pourrait nous aider en tant que nation, en tant que société. C'est vrai. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire comme toi, moi je resterai sur ma ledger avec ma clé privée.
Sauf que dans les années 30, les Américains ont demandé à tout le monde de rapatrier l'or. C'était pas facile parce qu'on ne sait pas qui a de l'or à la maison. Bitcoin, c'est pas pareil, hein. Avec la blockchain, si vous êtes sorti de Binance, de Kraken, de quelque part pour aller dans votre ledger, on sait exactement où sont vos bitcoins. Alors vous avez beau me dire, oui, je vais faire un accident de bateau, je crois que la loi, quand elle va sortir, il va y avoir 3 millions d'accidents de bateau en France. Les ledgers, elles sont perdues. et on va dire qu'ils sont perdus. Mais non, ils savent où ils sont et quand ça va bouger, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'en fait, la blockchain, c'est bien, mais on leur a mis Big Brother sur un plateau. Tout est traçable. À part du bitcoin qui a été miné, je prêche pour ma paroisse, ou qui a été mixé, mais du coup qui est sale, il n'y a pas d'autre solution pour garder cette privacy absolue. Le fait que la blockchain Bitcoin soit traçable, c'est quand même une feature. C'est quand même de cette façon-là qu'on peut justement supprimer le tiers de confiance et échanger de façon décentralisée. Je rappelle que pour acheter du Bitcoin et pour s'échanger du Bitcoin, on n'est pas obligé de passer par des acteurs professionnels, par des PSAN, par des plateformes. On peut le faire en pair à pair et c'est complètement légal, c'est pas interdit. Donc quand vous allez en meet-up, quand vous rencontrez les gens, vous pouvez échanger du Bitcoin entre vous. T'as le droit d'échanger du bitcoin contre du cash Oui. Et comme sur le Bon Coin, tout ça, si, t'es pas et c'est obligé. légal. Tant que t'en fais pas une activité professionnelle, Mais tu peux faire des transactions mais légalement. tu dois payer une flat tax de pair là-dessus, à tu dois pair. déclarer la transaction. Après, c'est ce que tu déclares ou pas, mais non, tu Ok, peux échanger voilà. pair à pair. C'est ce que tu déclares ou pas, alors. Non, mais comme les transactions que tu fais sur le Bitcoin, sur le Bon Coin. Quand tu échanges des trucs, tu vends des choses, bien sûr. à C'est moins d'arriver déclaré sur un niveau professionnel avec un volume où là on pourrait te retoquer et te dire non mais là abuse là, pas, là t'es en t'abuses, train de là, faire ouais. une activité professionnelle. Non, clairement tu peux acheter du Bitcoin no KYC en pair à pair et c'est complètement légal. Alors j'en profite, mais j'ai un peu de bitcoin à vendre si jamais vous venez me parler après. Le mien, il est vierge. Je veux juste rebondir sur ce que tu... Vierge, sacré toi. Rebondir sur ce que tu disais, Aurore. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'on a des gouvernants qui vont peut-être légiférer sans comprendre, mais je pense que le plus grand danger, il est surtout sur ceux qui comprennent très bien les implications de la technologie, très bien le fait que la traçabilité qui pourrait être appliquée après à des stablecoins d'État, j'insiste, l'argent programmable, c'est un mot magique. Mais en fait, demain, c'est la fin de notre liberté de consommation. C'est un très beau point pour les politiques monétaires européennes, par exemple, ou américaines, mais ça va poser des vraies questions. Donc, ne sous-estimons pas, malheureusement, à quel point cette technologie est même mieux comprise par ceux qui gouvernent et qui ont un besoin de contrôle sur les populations. Et c'est là où on dénature complètement le message de base. Et c'est là où Flo, je te rejoins, quand tu disais qu'on n'était pas sûr qu'en fait, le message reste le même, et que toi, Ben, qui disais que ça avait du sens, que ça change. Là, on va dans une direction où, si on ne s'engage pas, clairement, ça va être un outil d'asservissement. Et financier comme alternative. Et pardon, je termine là-dessus. Certains pensent que c'est une alternative au dollar. En tout cas, ça a été présenté comme ça. Les BRICS plus, c'est les pays émergents qui, on va dire, veulent aller contre la domination du dollar et la domination américaine. Ont à un moment intégré le Bitcoin justement dans leur moyen de paiement comme alternative. Mais en réalité, avec les flux captés par les ETF, et qui changent d'ailleurs tout le game de la structure de la blockchain et de la rémunération de ces acteurs, c'est grave ce qui est en train de se passer. C'est grave, je pense, pour la décentralisation. Pour moi, le gros danger, tu viens de le dire, c'est les monnaies programmables. Ça veut dire que, moi je sais pas si quelqu'un a déjà eu des chèques vacances dans sa vie, moi je suis le genre de mec, le 31 décembre, je les ai pas bouffés, et c'est perdu. C'est-à-dire qu'une monnaie programmable, si on est dans une société de consommation, on peut très bien dire que tu as ton chèque salaire, et que fin de l'année, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, il expire, tu as intérêt à le cramer. Et il est là le danger. Oui, tout à fait. Et pour revenir justement sur la partie j'ai bien aimé, c'est-à-dire que oui, effectivement, les politiques, il y en a qui ne comprennent pas, et puis il y en a quand même qui ont bien compris qu'on pouvait tout tracer les transactions à travers la blockchain. Pour la petite anecdote, moi en 2019, quand j'ai passé le statut PSAN, l'AMF, ils ont découvert que tout était traçable, et donc ils nous disaient, mais finalement c'est mieux que les euros. Donc il y a quand même cette compréhension, et donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut s'engager pour pouvoir acquérir ce droit à la privacy qui doit être un droit à une liberté, et il faut se battre pour, et elle ne va pas nous être offerte. Pardon, et après on reprend parce que là on a un petit peu dérivé, mais et là je me tire moi-même une balle dans le pied qui fait partie de ceux qui veulent voir évoluer la blockchain, intégrer des fonctionnalités qui permettent de scaler et de faire beaucoup plus, parce que j'ai pas la vision dev, j'ai la vision un petit peu plus innovante, des jeunes un peu naïve, c'est que justement ces innovations-là, si elles sont pas maîtrisées,
si elles ne sont pas comprises par vous, eh ben on pourrait même se retrouver à voir dans les covenants, donc c'est-à-dire dans des innovations, je ne vais pas rentrer dans le terme technique, mais dans les innovations qui pourraient arriver très prochainement, qui sont déjà en discussion depuis plus de 5 ans, un bitcoin programmable. Parce que finalement, on pourrait même imposer des conditions spécifiques pour les nouveaux transferts des bitcoins. Si, avec OP4, tu peux le faire. Et là, en fait... Bon, il a dit le mot. Il a dit le mot. J'ai lâché le mot OP4, j'en dirai pas plus. Et voilà. Mais bref, en tout cas, le bitcoin, comme on le connaît aujourd'hui, c'est pas une fin en soi. Et donc, il faut voir quelle direction on veut lui donner. Moi, je voulais revenir rapidement sur la politique. On part du principe que la politique, le gouvernement doit appliquer Bitcoin. Est-ce que ce serait pas plutôt mieux, et là, pareil, ça peut être un peu compliqué, plutôt que le gouvernement sorte la monnaie de son giron? Voilà, je pose ça comme ça. Ouais, je pense que c'est l'objectif, mais alors ça c'est pareil, on l'obtiendra pas comme ça en claquant des doigts, mais je pense que comme en 1905 on a séparé l'Église de l'État, on a ce combat à mener de séparer la monnaie de l'État, et justement Bitcoin c'est l'outil qui est déjà disponible qui permettrait de le faire. Donc voilà, après ça nécessite quand même... mais tu vois, la séparation de l'Église et de l'État, elle a été faite par une discussion politique, votée en Assemblée, donc c'est pour ça il faut porter ce sujet. Moi je suis convaincu de ça, on ne peut pas justement se plaindre constamment du mauvais traitement politique autour de Bitcoin et des mauvaises lois qui ne sont pas adaptées, subir cette politique de la chaise vide. À un moment donné, il faut prendre la parole, la politique elle appartient aussi à ceux qui la font, et donc il faut y aller quoi. C'est très vrai ce que tu viens de dire, et ça met en exergue aussi l'utilisation de l'impression monétaire, en fait, qui n'a pas de limite. Juste une petite question, qui pense, levez vraiment la main ceux qui le pensent, qui n'auraient pas dû imprimer autant d'argent pendant le Covid? Qui pense ça? Ok. Tout le monde, quasiment tout le monde. Si je vous disais que vous aviez le pouvoir de l'impression monétaire dans vos mains, que vous êtes le décisionnaire et que vous avez deux choix, soit vous avez potentiellement des millions de morts sur la conscience, soit vous baisez 2 ou 3 générations avec l'inflation. Est-ce que vous imprimez ou vous imprimez pas? Je suis quasiment sûr que tout le monde imprime ici. Et j'aurais aussi imprimé. Et le pouvoir d'impression, de cette impression monétaire, il est là le problème. C'est de le mettre dans les mains de quelqu'un. Il ne devrait pas être dans les mains de quelqu'un. Alors on va me dire, oui, mais tu aurais eu des millions de morts s'il n'y avait eu que Bitcoin comme monnaie. Non, je ne suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'il y aurait eu effectivement 2 sortes de pays, la cigale et la fourmi, ceux qui ont mis de côté pour les coups durs et ceux qui ont tout cramé. Et de l'autre côté, on aurait peut-être fait des choix plus intelligents, de se dire, ok, on va protéger les plus faibles, on va les laisser à la maison, et ceux qui peuvent aller travailler et continuer à faire tourner le système seraient allés faire tourner le système. Et aujourd'hui, on a eu cette solution de facilité. On a beau jeter la pierre, on l'aurait tous fait. On n'aurait pas voulu que notre grand-mère, notre pote, et même juste le fait de pouvoir être jugé avec un nouveau gouvernement ou quelque chose, ou une révolution, et se faire couper la tête parce que tu as pris la décision que tout le monde va au travail et qu'il y a des millions de morts. Donc la problématique, elle est là. Et Bitcoin répond à cette problématique d'enlever des mains de quelqu'un l'impression monétaire. Et là, j'arrive sur une autre question. En 2140, Ben, il va me dire on n'est plus là. La fin des halvings. On n'est plus là. En 2140, qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin si tout est sur exchange et que les frais de transaction pas là? Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. On m'a posé cette question il n'y a pas longtemps et je ne me la posais pas. Et le mec, il m'a grillé sur place. Erreur 404. J'étais là, je fais, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, potentiellement, je ne sais pas, peut-être que les générations futures vont dire, bah, tous les bitcoins qui n'ont pas bougé en 2009, on les remet, les 1 million, sur 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Donc, est-ce que l'inflation, c'est peut-être pas la solution? Je rebondis sur ta question un peu provoque. Moi, un bout de réponse que j'aurais, c'est que peut-être il y aura, à l'image aujourd'hui de la responsabilité sociale qu'on peut attendre de la part des entreprises. On en parle beaucoup, c'est sujet d'actualité. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir justement une responsabilité dans la décentralisation? Nous, typiquement, chez AGF, on opère un no-bitcoin, pas pour faire de l'argent, mais juste parce qu'on veut contribuer à la décentralisation du réseau. Et est-ce que demain, vous, en tant que consommateur, en tant que client, vous n'allez pas choisir d'aller vous orienter vos flux financiers vers une structure qui s'engage sur ça? Et c'est là où en fait on renverse la charge de la responsabilité. C'est pas aux devs finalement tant que ça d'aller construire qu'est-ce que sera le Bitcoin de demain. C'est vous, c'est nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que consommateurs. Et si on a un Bitcoin à plus d'1 million d'euros, pour moi c'est une œuvre d'art, même si on doit enlever toute utilité, toute réserve de valeur.
ça reste une œuvre d'art. Pourquoi ? Parce que ça incarne un mouvement, ça incarne une idéologie. Qu'elle ait pu être utopiste, qu'elle ait pu être à contre-courant de ce qu'elle est maintenant aujourd'hui, c'est pas le sujet. Et les gens vont vouloir, juste par envie de collectionner, en garder. Et donc, même si finalement, il n'y a plus que des mineurs, je dirais, sociaux, c'est de la mission sociale, pardonne-moi Flo, à ce moment-là, ça sera peut-être différent, peut-être des subventions d'État, tu vois, pour pouvoir avoir cette activité-là, eh bien, on pourra peut-être toujours le faire fonctionner. Peut-être qu'on aura une nouvelle communauté de validateurs qui va spontanément dépenser pour faire tourner ce modèle-là. Je sais pas. Mais du coup, l'argent d'État, il vient d'où ? Bah, l'argent d'État, il De vient- l'inflation ? Alors, des taxes et des impôts. Alors, on va pas. Alors, voilà, le débat politique, on l'a beaucoup ouvert. On va pas rentrer dans le débat maintenant de la redistribution des richesses et de comment on collecte. Mais voilà, moi, je pense que déjà, laissons aussi peut-être un petit peu à nos générations futures ce qui leur incombe. Tu vois, même s'il faut déjà l'anticiper. Je pense que. Je t'en prie, vas-y Ben. Non, j'ai fini sur ma. Laissons un peu aux générations futures aussi un peu de travail, mais nous commençons déjà à nous engager. C'est vrai. On va passer aux questions, mais juste avant ça, moi j'avais une question pour vous, et j'aimerais que les gens répondent honnêtement. Qui ici a des crypto-monnaies, possède des crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, n'importe quoi, levez la main. Parce qu'on a du fisc. Ok. Maintenant, tous ceux qui ont du Bitcoin sur la chaîne Bitcoin uniquement, levez la main. Ah, il y a moins de monde, hein. Quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal, mais il y a quand même beaucoup Il y moins. en a plus que tu le pensais, je crois. Il y en a combien sur Solana? Ah ouais, le casino. Hein. Vous allez faire de l'argent quand le ouais. testnet sera fini. Ouais, aussi. Merci beaucoup pour cette session. On va prendre les 5 petites minutes qui restent pour répondre aux questions. Est-ce que quelqu'un a des questions, si vous voulez lever la main? Il y a une question là-bas. Est-ce qu'il y a un micro ou est-ce que je l'amène? Allez, j'y vais. Déjà, merci beaucoup, c'était très intéressant. C'est une question surtout pour Aurore. Vous avez dit qu'il faut s'engager. Comment on fait pour s'engager dans un tel mouvement et c'est quoi vos prochaines étapes à vous vis-à-vis de la politique, Bitcoin, tout ça? Déjà, pour s'engager, c'est peut-être avoir du Bitcoin, des cryptos et s'intéresser au sujet, avoir aussi une carte d'électeur, s'inscrire, parce que prochainement, il va y avoir quand même des étapes. Alors que ce soit moi qui vais renouveler ma candidature aux prochaines législatives, j'espère bien. Aussi, j'espère être rejoint par d'autres personnes qui vont s'engager dans d'autres circonscriptions. Ce qui serait beau, c'est d'avoir quand même un mouvement en France de plusieurs personnes qui, comme moi, s'engagent pour Bitcoin sans étiquette politique. Et en parallèle, j'aimerais bien aussi que les partis politiques se saisissent du sujet et puissent en parler également. Ça va devenir un sujet de niche. On sait très bien qu'ils cherchent à toucher les jeunes électeurs. Donc quand même, je pense qu'ils vont commencer à en parler. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qu'ils ne vont pas forcément maîtriser et qui vont évoquer avec des velléités électoralistes. Donc nous, si on veut vraiment apporter Bitcoin dans le débat parlementaire, il faut qu'on puisse avoir des représentants. Et donc plus on sera de candidats aux législatives, plus on aura la chance de représenter une force. Une fois qu'on aura une force au Parlement, peut-être qu'après, ça pourrait devenir un parti avec un vrai programme, avec voilà, une vraie ossature, mais c'est étape par étape. Et la première étape, déjà, c'est de se montrer. C'est vrai que cette première candidature, elle a quand même fait un peu de bruit. Elle a mis justement les projecteurs sur Bitcoin comme un sujet politique. Et le fait de ne pas avoir eu de couleur politique, de parti, ça a donné beaucoup plus de légitimité et ça correspondait à la neutralité de Bitcoin. Donc justement, je trouve que ça c'est intéressant, en tout cas s'il y en a qui veulent voilà, donc, s'engager, se présenter dans leur circonscription, aider aussi les candidats qui se présentent en allant aider à coller des affiches, en soutenant même, pourquoi pas financièrement, parce qu'à un moment donné, la question va se poser. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de formes d'engagement et toutes celles-ci en font partie. Merci pour votre question. J'ajouterais s'abonner au Crypto Daily. C'est un bon moyen de soutenir le mouvement. Je vais compléter un truc. Merci. Par rapport à la politique. Ce qui est très vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a du lobbying qui est fait, par exemple par la DAN ou d'autres associations dans d'autres pays, qui est fait auprès des politiques. Il y en a un autre qui, je pense, selon moi, devrait être plus important. C'est que c'est à vous de le faire, à tout le monde, en fait. Je retrouve souvent cette mentalité de dire « Oh là là, les moutons, blablabli, blablabla, ils sont en train de... » Enfin, on est dans notre coin en tant que bitcoiner, mec de la crypto.
Mais les premiers émissaires, ça devrait être nous. C'est-à-dire, notre job, les jeunes ne vont pas comprendre, mais c'est de faire Wololo, à la Age of Empire, c'est de transformer les gens en orange, c'est-à-dire en bitcoin, de leur parler de ce que c'est bitcoin et de les convertir. Parce qu'au final, le politique, lui, il va se promener au marché ou au salon de l'agriculture, il va entendre sécurité, sécurité, sécurité. Il va parler de sécurité, il va parler ce que l'électeur a envie d'entendre, en fin de compte. Et si demain, il commence à entendre bitcoin, 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 eh ben, il va faire comme Trump, il va retourner sa veste et il va dire mais le bitcoin, il faut en parler, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a un sujet. Mais tant que le sujet, il ne vient pas des gens d'en bas, parce que c'est comme ça qu'ils nous voient, ils vont pas en parler. Ils vont pas en parler. C'est pas en toquant chez le politique dire faut que tu parles du bitcoin qu'il va parler du bitcoin. C'est parce que énormément de gens vont lui dire qu'ils vont en parler. Parce que eux, ce qui les intéresse, désolé, c'est les votes. Il y a aussi d'autres choses, puisque donc, je suis allée à la Honey Badger, donc la conférence de Bitcoiners à Riga, et il y avait des députés européens, et c'est vrai qu'en ligne, il y a des propositions autour de Bitcoin, des crypto-monnaies, de Mika, qui sont discutées par ces gens qui n'ont pas forcément les compétences. Donc eux, ils pensent bien faire, ils viennent du milieu parfois de la banque, parfois pas du tout. Et c'est vrai qu'un jour, on leur demande de s'exprimer sur l'agriculture, le lendemain sur les cryptos, le jour d'après sur la santé. Donc ils n'ont pas de spécialité. Et souvent, ces projets de loi, ils sont publiés en ligne. Et sauf qu'il n'y a personne qui vient dire mais non, ça ne correspond pas à nos besoins, attention, ça c'est dangereux, ou alors, voilà. Et donc du coup, il n'y a que des gens proches du groupe politique qui vont dire ah oui, ça c'est super. Et donc justement, participer au débat politique et avoir connaissance de ces choses-là, je pense que c'est aussi important. Chaque petite pierre compte finalement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci, c'était super intéressant. C'est un tout petit peu pour troller, mais aussi par curiosité. Est-ce que vous avez un avis sur le risk-taking de Bitcoin ? Sur le risk-taking de Bitcoin. Déjà, c'est pas un anon qui nous pose une question, là. Attention. Hein. Ah, je la pose juste en tant que consommateur de crypto. Il n'y a personne qui a envie de se mouiller, là. Hein. Pourrais-tu m'expliquer le risk-taking selon tes mots, exactement ? Absolument très très mal. Je comprends juste que c'est emprunter la sécurité d'un réseau qui a déjà une valeur de marché très élevée pour sécuriser un autre réseau qui aurait une valeur de marché beaucoup moins élevée et qu'on veut importer la sécurité du Bitcoin sur, en gros, les blockchains EVM pour sûrement faire de l'argent avec des nouveaux protocoles et des levées pour des VC. Je vais essayer de... Je vais rigoler un petit peu et vous écouter. Je vais essayer de te répondre. 2 secondes. Les mains qui arrivent. C'était la pub, voilà. Aujourd'hui, Bitcoin est très sécurisé. Peut-être même trop. Hein. Tu me dis si je dis une bêtise, mais on pourrait baisser d'un bon 20-30% le nombre de mineurs. La chaîne serait toujours un peu imprenable. Faudrait 2 centrales nucléaires de moins pour attaquer Bitcoin. Donc ça paraît encore bien sécurisé. Donc, personnellement, tenter de... Alors là, c'est mon point de vue sur le risk-taking, mais tenter un Black Swan sur Bitcoin là où on n'en a pas besoin, tout ça pour avoir des intérêts. Je ne sais pas si on veut aller là-bas, si on doit aller là-bas. S'ils veulent y aller, qu'ils y aillent, mais je ne sais pas si... Je vais donner mon avis en tant que mineur. C'est la différence entre une suite arithmétique et une suite géométrique. Ça veut dire que quand tu vas poser du Bitcoin dans un wallet, dans un autre wallet, ou de l'Ethereum, du Bitcoin, enfin plusieurs cryptos, tu additionnes tes risques. Quand tu prends ton Bitcoin pour sécuriser autre chose avec, tu multiplies ton risque. C'est-à-dire que tu rajoutes des layers de risque. Et pour gagner 3 ou 4% ou 7 ou 8 ou 10% à l'année sur un actif qui est déjà ultra volatile, ça voudrait dire que tu as confiance dans un protocole pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour qu'il arrive rien, pour avoir une espérance de gain. Donc, pour moi, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, pour gagner du rendement. C'est comme mettre ton Ethereum dans Lido, ou enfin, bon, maintenant, si Lido tombe, de toute façon, l'Ethereum, il tombe. Mais ce que je veux dire, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que pour gagner peut-être 3% à l'année, qui est grosso modo le rendement d'un appartement parisien, je veux dire,
Tu vas mettre un actif ultra volatile dans un protocole dont tu maîtrises pas forcément enfin, s'il tombe, tu tombes avec. Bah, personnellement, je préfère garder ma crypto dans mon wallet. Il y avait une question devant, là, par là. C'était toi. C'était par rapport à l'adoption de l'État, enfin de la crypto par l'État. Aux US, justement, c'est le débat actuel avec Trump et tout ça, mais parce que leur adoption est à plus de 20%. À l'heure actuelle, en France, on est entre 6 et 8%. À combien le pourcentage faudrait d'adoption en France pour qu'on ait ce genre de mouvement-là, et quand l'estimez-vous Je crois que le chiffre était de 21 ou de 22, je ne sais plus. Franchement, je vais dire une bêtise, j'avais entendu Alexandre Tkachenko en parler à un moment de ce chiffre-là, où après, justement, c'était un effet boule de neige. J'ai plus le chiffre en tête, peut-être qu'Aurore, tu l'as. On n'est pas si loin. On n'en est pas si loin. La problématique, c'est qu'aux US, est-ce que ça va être le même pourcentage qu'aux US? Je ne suis pas sûr, parce que c'est très tabou de parler d'investissement et d'argent en France. On préfère parler de cul à table que d'argent. C'est un truc de fou. C'est ultra tabou, en fait. Encore aujourd'hui, on va dire « Ah oui, le Bitcoin, ce truc d'Internet, là, c'est quoi ça ?» Aux États-Unis, ils savent presque tous ce que c'est Bitcoin. Donc, et parce qu'ils n'ont pas de tabou à parler en fait business. En France, c'est quand même quelque chose très très. Alors oui, on va dire oui, mais Bitcoin, c'est pas qu'un business. Oui, bon, 95% des gens qui vont dedans, c'est pour le business. Donc, je ne pourrais pas te dire le chiffre. Je pense que ça va arriver. Au-delà du chiffre, c'est vrai que comme le Salvador l'a accepté comme monnaie ayant cours légal, ça devient une devise étrangère. Et aujourd'hui, la position de la France est statu quo. On reste dans un bitcoin qui est un actif financier, un asset numérique. Mais au final, vu que c'est une devise étrangère et qu'on reconnaît le statut du Salvador comme étant un État, bah, maintenant, ça pourrait devenir une monnaie, mais il faudrait intenter une action pour ça. Donc, à voir dans les années à venir, ça peut se débloquer par des gens qui, justement, mènent ce type d'action sur le plan juridique, mais effectivement que la notion d'adoption, plus il y aura une adoption grandissante, plus cette question viendra sur le sujet, sur la table. Je pense quand même que ça va être compliqué parce que tant que c'est un actif, on peut lui appliquer la flat tax et le statut fiscal changera du moment qu'on le transformera en monnaie ayant cours légal. Donc vraiment, c'est une affaire à suivre et c'est vrai que tout l'intérêt pour les bitcoiners et les personnes qui ont des cryptos, c'est de faire changer ce statut de bitcoin, clairement. Si moi je comprends, enfin pour ta question, c'est comment je l'ai compris, c'est à quel moment le débat sur la crypto va prendre assez de place dans le débat politique, comme ça le prend aux US. Voilà. Moi je prends le problème à l'inverse. Pourquoi aujourd'hui ça le prend tellement de place? C'est qu'on a finalement un pourcentage très faible dans ce qui peut faire basculer une élection. Et quand tu vois que tu as une communauté crypto qui est engagée, parce qu'elle s'est construite en marge, en opposition, stigmatisée de nombreuses années, enfin, je pense que nous tous, on a connu des fous rires quand on a commencé à parler de crypto, d'être vu soit pour des fous, des visionnaires, des escrocs, enfin voilà, ou des gens qui aiment les singes. Je pense que dès l'instant où, et ça, pour moi ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense, c'est là où je te rejoins Flo, c'est que la marge de manœuvre qu'on va avoir sur nos prochaines élections peut très vite basculer sur moins de 10%. Tu l'as dit, enfin tu as dit, entre 5 et 8, je crois qu'on est un peu plus nombreux que ça quand même en France à avoir du Bitcoin. Demain, si ce pourcentage-là va aux urnes, que vous vous engagez, on peut faire bouger les choses, mais véritablement. Alors après, est-ce qu'on doit prendre nos votes, et là c'est en fonction de ce qui se passe de Trump, et désolé si on manque de temps, mais est-ce qu'on doit voter que en fonction de notre portefeuille, et donc peu importe la personne qui est derrière, typiquement voter un Trump aujourd'hui, alors je suis ni Trump ni Kamala, je suis pas américain, mais est-ce que parce que la personne elle défend Bitcoin et qu'on a du Bitcoin et qu'égoïstement on espère voir le Bitcoin monter pour qu'on gagne de l'argent, est-ce que ça veut dire qu'on doit voter pour elle quitte à ce qu'on soit pas d'accord avec tout son programme derrière? Moi Mélenchon il me parle de Bitcoin, je vote pas pour lui. Mon cher Ben, on ne va pas être naïf, on a quand même beaucoup de gens qui vont voter sur des programmes politiques sans regarder le projet pour le pays. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ah non, mais alors là tu poses une vraie question. Mais encore une fois, sur la question de est-ce que ça pourrait jouer et être aussi central dans le débat politique, je pense que les prochaines élections, si ce n'est pas ces prochaines-là, c'est celles d'après, ou celles encore d'après. Moi, j'ai foi qu'on aura un jour un président qui portera dans son projet de la crypto. Une présidente d'ailleurs, une présidente ou je pense voilà, soyons fous, voilà, tout le monde. Hein.
Je pense qu'il y a un autre sujet aussi, on coupe vite, mais je pense qu'il y a un autre sujet, c'est qu'il y a la Russie et tout qui est en train d'accumuler du Bitcoin, tous les pays des BRICS qui sont en train de vraiment d'aller sur le Bitcoin, et les Américains le sentent. L'Europe, de toute façon, on a la ramasse comme Mais les d'hab. États-unis, ils ont 22,5% de Bitcoin maintenant. Voilà. Ben, il y a cette guerre en fait de prendre la main sur Bitcoin en fait. Qui va prendre la main sur Bitcoin? C'est une sorte de guerre froide, mais au point de vue de la crypto. La Russie est en train de développer massivement des fermes de minage de Bitcoin. On peut faire 1 heure de plus, s'il vous plaît, ça vous Je dérange pense que pas c'est une belle chute. On va dans la salle d'à côté Ou deux, discuter sans ou micro. deux. Non, on va s'arrêter sur ça, on déborde un petit peu. Merci beaucoup. Merci à vous quatre, c'était très intéressant. Et merci pour votre attention. Ouais, merci beaucoup. Super ambiance. On est tous fichés S maintenant. Et si vous voulez continuer le débat, venez sur le stand de Blob ou JF. AJF. Ah, j'étais pas loin, pardon.